Bonjour chers téléspectateurs, amateurs de l'émission Totonga Congo. Nous continuons avec notre rubrique magazine sur Totonga Congo. Aujourd'hui, on va parler des aires visuelles. Nous avons vu la fois passée que dans le cerveau, il y a des zones spécialisées pour chaque aspect de la vision. Par exemple, il y a des zones qui sont spécialisées dans la détection, la reconnaissance de la forme des objets. Il y a des zones qui sont spécialisées pour la dimension des objets. Il y a des zones qui sont spécialisées pour le déplacement. D'autres dans les déplacements, mais la vitesse. D'autres déplacements, mais si c'est la vitesse accélérée. Et d'autres sur la couleur. Et d'autres sur l'orientation, si c'est oblique, si c'est dans quelle direction. Maintenant, on va parler un peu en détail de ces zones-là pour que on puisse savoir un peu quand il y a certaines pathologies. Par exemple, quand quelqu'un ne voit pas bien la direction du déplacement d'un objet, ou bien il ne sait pas reconnaître la forme des objets, il y a même des personnes qui ne savent pas reconnaître la forme des visages des gens. Ils voient bien, mais ils ne savent pas reconnaître le visage des gens. Alors, le médecin peut déjà estimer la zone du cerveau qu'il faut passer à l'imagerie, par exemple à l'IRM, imagerie à résonance magnétique, ou bien au scanner ou au tomographe normal ou à la radiographie normale. Parce que quand vous envoyez quelqu'un à l'IRM ou bien au scanner, là maintenant il faut spécifier. Parce que l'IRM ne va pas photographier tous les cerveaux, il va photographier les zones qu'on a spécifiées où on peut facilement, il y a le plus de probabilité de trouver la maladie. Donc, à partir des symptômes de déficience de la vision, on peut estimer la zone du cerveau qu'il faut photographier ou bien passer à l'imagerie. Donc, on appelle ces zones-là des aires visuelles. C'est un sujet tellement technique, bien codifié, qui ne dépend pas des raisonnements. Donc, pour gagner du temps, puisqu'il est abondant, on va seulement lire pour aller très vite. Donc, les aires visuelles. La première zone visuelle s'appelle le V1, qui est le cortex visuel primaire, dans l'aire striée. Il est localisé dans le lobe occipital, autour de la scissure calcarée. La fonction principale de cette zone, c'est la planche Eden. C'est la fonction principale de cette zone, c'est la première étape du traitement cortical de l'information visuelle. Le cortex, c'est le centre de la vision consciente. C'est le centre de la conscience, disons. Le cortex visuel. Parce qu'à part le cortex, il y a la substance blanche qu'on appelle le cortex, c'est la substance grise. Il y a la substance grise blanche qui contient les fibres nerveuses myélinisées qui déplacent les informations d'une zone à l'autre. Donc, la fonction principale de V1, la zone visuelle principale, c'est la première étape du traitement cortical de l'information visuelle, donc le traitement conscient de la vision. Pour convertir les signaux que la rétine envoie à l'œil, ce sont des signaux bioélectriques. Maintenant, il faut les convertir en conscience, en information que l'esprit ou la conscience comprend. Bon, cette zone détecte les bords des objets, donc la silhouette, et les orientations, et les contrastes, les couleurs et le mouvement simple. Donc, elle comporte une organisation rétinotopique, c'est-à-dire la carte fidèle de la rétine. Qu'est-ce qu'on appelle organisation rétinotopique? C'est-à-dire tout ce qui est à gauche, au niveau de la rétine, la projection de cette zone-là se trouve aussi à gauche de l'autre dans le V1, la zone de vision principale. Tout ce qui est à droite, là aussi, c'est exactement la même représentation topographique et en les mêmes proportions. Planche numéro 101. Planche numéro 101. Les synonymes anatomiques ou techniques de la zone V1. Donc, les différentes façons d'appeler cette zone-là. Donc, si dans la littérature, vous trouvez une de ces appellations-là, tous se reportent à la zone V1, qui est le début du traitement de l'image bioélectrique, le traitement de cette image bioélectrique pour la convertir en image consciente. Donc, la zone V1 peut s'appeler aire visuelle primaire, ça peut s'appeler cortex strié, ça peut s'appeler RV1, selon la nomenclature de Brodmann. Là, on appelle ça souvent la zone de Brodmann. On peut l'appeler R17 de Brodmann, on peut l'appeler cortex occipital primaire, moins précis mais souvent utilisé dans ce sens. Expression plus générale ou contextuelle
pour désigner cette zone V1, c'est-à-dire la zone d'atterrissage des informations qui viennent de la rétine. La zone d'atterrissage dans la zone consciente du cerveau. Donc, ces zones générales ou contextuelles, il y a la zone initiale du traitement visuel, première aire corticale visuelle, centre cortical de la vision primaire, région corticale striée. Tout ça, c'est la même appellation, mais quand il s'agit des informations contextuelles. Planche numéro 103, les aires visuelles 2 suite. Planche numéro 103, V2, cortex visuel secondaire. Donc, à part la V1, il y a la zone V2. Quand l'information quitte la zone V1, il part dans la zone V2 pour la suite du traitement. V1, c'est-à-dire il rassemble les informations, il essaie de les rassembler, les pré-traiter pour les envoyer dans les autres zones qui vont continuer à analyser l'image et à trouver la signification de l'image pour l'envoyer aux zones terminales qui, eux, interprètent la vision de façon consciente. Donc, après la zone V1, les signaux, pas l'image, les signaux bioélectriques, ils sont déjà presque convertis en signaux conscients. C'est envoyé dans la zone V2 qu'on appelle cortex visuel secondaire. La localisation de cette zone-là, cortex visuel secondaire, c'est autour de la zone V1, tout autour, donc ça englobe, ça enrobe. C'est comme le pneu, la chambre est dans la jante. Donc, la jante, c'est la zone V1 et la chambre à air, c'est la zone V2. C'est un peu cette représentation-là imagée. Et la fonction principale de la zone V2, elle intègre les informations de V1. C'est-à-dire, elle les rend cohérentes, elle essaie de les rassembler. Les informations qui sont de même nature, elle essaie de les mettre ensemble. Elle détecte les formes complexes. On a vu que dans la zone V1, ce sont les formes, tout ça, les silhouettes. Mais là, maintenant, elle essaie les formes complexes. Par exemple, un ellipsoïde, une table avec des formes irrégulières, des formes complexes, et puis les contours illusoires. C'est-à-dire, les ombres et tout ça. Et la texture. Vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir une peau avec des poils, vous pouvez avoir une peau sans poils, vous pouvez avoir une peau avec des petites taches. C'est ça qu'on appelle texture. Il y a la texture visuelle, il y a la texture manuelle. Quand vous touchez, vous sentez comme les coltanes. Quand vous touchez, vous sentez comme le velours. Quand vous touchez, vous sentez comme du bois dur. Quand vous touchez, vous voyez comme si de l'eau ou bien des histoires comme ça. C'est ça qu'on appelle texture. Bon, c'est le point de passage obligatoire vers les voies dorsales et ventrales. On va voir ça. Ça, c'est un peu technique, mais on a besoin parfois de ça parce qu'on ne s'adresse pas seulement aux personnes lambda. Lambda ne veut pas dire ignorant, mais ça dit des personnes qui ne sont pas vraiment impliquées dans les domaines, qui entendent les domaines un peu de loin. Donc, nous adressons quand même aux techniciens et aux personnes lambda, en espérant que les personnes lambda vont quand même comprendre. Donc, à part les deux zones-là, V1 et V2, nous avons la zone V3. Sa localisation est antérieure à V2, c'est-à-dire un peu en avant, à la partie dorsale du cortex occipital. Le cortex occipital, c'est là qu'on appelle Mbuns. C'est ça le cortex occipital. La fonction principale de la zone V3, elle est impliquée dans la perception des mouvements. Comme j'avais dit, chaque zone est spécialisée dans un aspect spécifique de la vision. Soit les mouvements, soit la forme, soit la vitesse, soit l'accélération, soit la couleur, soit les changements de forme et tout ça. Donc, la zone V3 est impliquée dans la perception du mouvement et des formes dynamiques, c'est-à-dire des formes qui changent. Quand vous gonflez, par exemple, vous avez une... comment on appelle ça là, les locapés, on appelle ça en français, j'ai oublié. Bon, les ballons gonflables là. Au départ, quand ce n'est pas gonflé, ça peut avoir une forme losangique ou n'importe quelle forme irrégulière. Quand maintenant vous commencez à gonfler, à la fin, elle prend une forme sphérique en passant par les formes intermédiaires. C'est ça qu'on appelle les formes dynamiques, c'est-à-dire des formes qui changent. La zone V3 participe à l'analyse de la profondeur. Quand vous regardez des objets devant vous, vous savez déterminer quel est l'objet qui est devant l'autre, quel est l'objet qui est derrière l'autre. On appelle ça vision de la perspective. Planche numéro 105, les aires visuelles 3A. Toujours la suite des zones visuelles 3. Elles sont, la zone visuelle 3 est appelée parfois aire visuelle 3. Elle est située autour de l'aire V2. C'est toujours contigu.
Parce que dans les cerveaux, dans le corps, tout est optimisé pour le transfert des informations, pour éviter la perte de temps. Tout ce qui s'enchaîne dans le temps est presque mis côte à côte. C'est comme ça que les zones-là qui s'enchaînent avec leur nomenclature V1, V2, V3, souvent elles sont côte à côte pour éviter la perte de temps, pour aller vite. Parce que le cerveau se charge aussi précisément de la défense, de la protection. C'est-à-dire, quand il y a un danger, il faut que le cerveau réagisse vite, qu'il reconnaisse le danger et puis qu'il envoie les ordres aux muscles qui font réagir pour fuir. Et puis il doit envoyer l'information aux zones de l'intelligence pour savoir quelle direction il faut prendre, où il ne faut pas aller, il ne faut pas se rapprocher du danger, tout ça. Alors c'est comme ça que chaque zone est tout près de l'autre pour optimiser la perte de temps, pour rendre plus efficace le phénomène de la protection. On appelle ça autoconservation. L'autoconservation, ça fait partie des caractéristiques de la vie. Il y a l'autoconservation, l'autonutrition, l'autoreproduction. Tout ça sont des caractéristiques qui définissent la vie. Donc, les aires visuelles 3. Donc, V3, elle est parfois appelée aire visuelle 3. Elle est située autour de l'aire V2, de la zone V2. Elle est subdivisée en deux parties. La V3 dorsale, V3D, implique la représentation du champ visuel inférieur. C'est-à-dire, quand vous regardez, on a parlé de champ visuel, c'est-à-dire tout l'espace qu'on voit en un instant. Quand je regarde devant moi, je vois tout ce qui est derrière mes épaules, tout ce qui est derrière l'épaule gauche, tout ça, ce qu'il y a. Les gens vont se demander comment ils voient ce qui est derrière l'épaule. Mais c'est parce que au niveau de l'œil, il y a le phénomène de la réfraction. Quand les rayons viennent comme ça, il est réfracté pour rentrer dans l'œil. C'est comme ça, quand un rayon vient presque derrière l'épaule, ça vient comme ça, quand ça touche l'œil, il est dévié pour rentrer dans l'œil. C'est grâce au phénomène de la réfraction. Donc, la zone V3 dorsale, qui est une sous-zone de la zone V3, elle implique la représentation du champ visuel inférieur, c'est-à-dire la partie inférieure du champ visuel. Elle est traitée par la zone visuelle V3 dorsale. Tandis que la zone dorsale, la zone ventrale V3 implique la représentation du champ visuel supérieur, l'hémisphère inférieur et l'hémisphère supérieur. La zone V3 est impliquée dans le traitement des formes dynamiques et reçoit des afférences, c'est-à-dire des informations qui viennent des bandes épaisses de V2, ainsi que des connexions directes de V1. La zone V1, c'est donc la zone d'atterrissage qui fait un pré-traitement, il envoie V2, et puis V2 envoie V3. Mais non, la zone V3, il reçoit les informations qui viennent de V1, qui sont traitées sommairement, et d'autres qui viennent de V2, un peu plus traitées, un peu de façon un peu plus élaborée. La zone V3 essaie d'intégrer toutes ces informations-là pour les rendre un peu plus cohérentes. La planche numéro 106, les aires visuelles 4, la voie V3A. Il y a la voie V1, V2, V3. Il y a aussi la voie V3A. La V3A est une aire visuelle située dans le cortex occipital, toujours dans les moules, dans le cortex dorsal. Antérieurement à l'aire V3, comme j'ai dit, c'est toujours à proximité. Elle est considérée comme une région distincte de V3, bien qu'elle soit adjacente. Toutes les zones sont adjacentes, mais elles sont délimitées par leurs fonctions spécifiques. La zone V3A est impliquée dans le traitement du mouvement, comme d'habitude, de la profondeur et de la perception stéréoscopique. On a vu dans les explications passées, la profondeur, c'est savoir reconnaître l'espace qui sépare un objet de l'autre. La perspective, c'est savoir distinguer qu'un objet est derrière l'autre ou avant l'autre. La profondeur, c'est savoir apprécier la distance qui sépare les deux objets dans la profondeur. Mais à part ça, il y a la vision stéréoscopique. C'est-à-dire, l'œil droit voit une certaine image, l'œil gauche voit la même image, mais avec un décalage d'angle. Ces images-là combinées dans le cerveau vous donnent la notion de perspective et de la profondeur. C'est comme ça qu'on parle de la vision stéréoscopique, donc qui permet d'interpréter la profondeur des objets et leur disposition, si c'est antérieure ou postérieure.
La zone V3A possède une carte rétinotopique complète du champ visuel contralatéral, c'est-à-dire le champ visuel de l'œil opposé. Quand ça vient de l'œil droit, le champ visuel total. Parce qu'on a vu la zone V2, il y a une partie qui voit la zone supérieure du champ visuel, une partie qui voit la zone inférieure, mais dans la zone V3A, c'est tous les champs visuels, mais qui vient de l'autre, c'est-à-dire l'œil droit envoie ces informations au V3 du cerveau gauche, et l'œil gauche envoie ces informations au V3A du cerveau droit. La zone V3A est également associée à la perception du mouvement global et à l'intégration des informations visuelles pour la perception de la profondeur. On a déjà vu ça. Planche 107, les aires visuelles. Maintenant, on parle de la zone V4. La zone V4, sa localisation est dans la voie ventrale, vers le lobe temporal. Le lobe temporal, c'est ici. Le lobe temporal, le pariétal, le frontal, le occipital, ainsi de suite. Les zones temporales, c'est là, il y a l'oreille. Et à l'intérieur de cette zone, c'est là qu'on trouve l'hippocampe, qui est la petite structure qui est chargée du centre de la mémoire. Donc, la zone V4 ne s'occupe pas seulement de la mémoire, mais s'occupe aussi de la vision. Donc, la localisation de la zone V4, c'est dans la voie ventrale vers le lobe temporal. La fonction principale, c'est le traitement de la couleur, chromatopsie, chromaticité ou chromatopsie, analyse des formes complexes, objets et textures, voie du quoi, c'est-à-dire pour reconnaître la chose. Il y a les quoi et les comment et les quoi. Donc la zone V4, c'est la voie du quoi, c'est-à-dire pour se demander qu'est-ce que l'on voit exactement, pour définir ce que l'on voit, déterminer exactement qu'est-ce qu'on voit, c'est-à-dire la reconnaissance des objets et des visages. Ça passe bien. Zone 107. Donc la voie du quoi, c'est-à-dire la reconnaissance des objets et des visages. La planche 108. Planche 108, 5A. La zone V4 est aussi appelée aire visuelle 4. Elle est située antérieurement à V2 et V3. Comme on l'a dit, c'est toujours contigu. Dans la voie ventrale du traitement visuel. V4 est principalement impliquée dans le traitement de la couleur et des formes complexes. Elle joue un rôle crucial dans la perception des couleurs et de reconnaissance des objets. Système micro, système ballon, système cube, système coq, si c'est un animal, si c'est un lion, si c'est le paysage, la forêt, ou bien le fleuve, ou bien tout ça. C'est ça, dans la zone 4. Donc, planche 109. Les aires visuelles. V5 ou MT, Middle Temporal. Sa localisation de la zone V5 ou voie 5 ou zone 5, c'est la localisation, c'est la voie dorsale vers le lobe pariétal. Le lobe pariétal, c'est ici en haut. Fonction principale de la zone V5, c'est le traitement du mouvement, direction et vitesse. Comme je l'avais dit à l'introduction, il y a le mouvement comme tel, il y a la direction du mouvement, il y a la vitesse du mouvement, il y a le changement de vitesse qu'on appelle accélération. Donc tout ça est interprété dans la zone V5. En plus de ça, la zone V5 s'occupe de la perception du mouvement global, déplacement d'un objet entier. C'est-à-dire l'objet entier se déplace comment? Il y a aussi des objets, en se déplaçant, ça s'allonge. Tout ça, c'est interprété dans la zone V5 qui s'occupe de la perception du mouvement global. C'est la voie de où, c'est-à-dire la localisation temporale, la localisation temporale du point de vue temps, du point de vue temps et du comment la chose se fait, ça se déplace comment, ça accélère, ça bouge, ça monte, ça descend, tout ça, et de où, c'est-à-dire la localisation, la localisation temporale, le temps, l'espace, la localisation dans l'espace et le comment ça se déplace, pas le mécanisme qui fait déplacer, mais dans quel sens, dans quelle direction, dans quelle vitesse, est-ce que ça s'accélère ou ça décélère, tout ça. Donc la zone, la planche 110, les aires visuelles 7. Ça va? Les aires visuelles 7. Donc il y a la zone encore 6, la suite de la zone 6A. Donc il y a des autres régions associées aux zones qu'on a déjà décrites là-bas.
des zones V1 jusqu'à V5. Il y a d'autres zones qu'on va décrire seulement superficiellement comme ça. Les MST, Medial Superior Temporal, c'est-à-dire temporal supérieur médial. Temporal supérieur du temporal à l'intérieur, donc en dessous du pariétal, et médial, c'est-à-dire vers l'interface entre les deux cerveaux. MST, donc médial supérieur temporal, elle analyse les mouvements complexes, la rotation, l'expansion, la translation. Vous voyez que le mouvement, c'est comment dirais-je, un phénomène simple que tout le monde pense comprendre, mais il a des aspects. Le mouvement a des aspects multiples. Il y a la rotation, l'expansion, la transition, la direction, la vitesse, tout ça. Donc, à part la zone MST, la zone LIP, latéral intrapariétal aérien, c'est-à-dire latéral, c'est-à-dire vers l'extérieur, intrapariétal, entre les deux pariétal, on a vu temporal, pariétal, frontal, occipital, et tout ça. Préfrontal. Bon, le LIP, c'est latéral intrapariétal aérien, entre les deux zones temporales des deux, gauche et droite. Cette zone intègre la vision et la tension spatiale. La tension spatiale, c'est quand vous voulez savoir, justement, connaître la position exacte de l'objet par rapport aux autres, relativement aux autres. C'est ça qu'on appelle vision à la tension spatiale, c'est-à-dire essayer de définir la position de l'objet dans l'espace. Pas seulement la position par rapport à vous, mais par rapport aux autres objets qui se trouvent dans l'espace. L'espace, c'est-à-dire le monde environnant, le monde extérieur, pas l'espace cosmique, là où vont les astronautes. C'est l'espace qui est devant vous, qui vous entoure. C'est ça la tension spatiale. Si c'est à gauche de vous, si c'est en haut, si c'est à gauche, tout ça. Cette zone contrôle des saccades oculaires. Parce que quand on regarde, quand vous fixez trop longtemps un objet, une zone, quand vous fixez trop longtemps un objet, la zone qui reçoit ces images dans le cerveau finit par se tarir. Les vitamines A, les rhopsines, les pigments visuels qui sont dans cette zone-là, ça tarit et puis vous verrez à un moment, c'est comme si vous ne voyez plus, tout devient noir. Si vous allez par exemple dans les toilettes et que vous fixez, vous êtes en train de raisonner, vous fixez une zone précise, à un moment vous verrez comme du noir. C'est parce que les zones qui s'occupent des images que vous voyez là, que vous percevez, ces zones-là, leur pigment finit par se tarir. Alors, ça ne fonctionne plus, ça devient noir. Donc, il y a toujours des petits saccades des objets, de l'œil, pour éviter cet épuisement-là. Il y a toujours des petits saccades là. Donc, ces saccades-là sont contrôlés par la zone LIP, qui s'appelle latéral intrapariétal aérien. C'est-à-dire zone latérale intrapariétale. Latéral, c'est extérieur, médial, c'est intérieur. Bon, on passe au suivant. J'espère qu'on va finir le même tout. Page, planche 111. Planche 111. Les autres régions associées aux autres que l'on a précédé, la zone IT, inférieur-temporal cortex, cortex inférieur-temporal, inférieur temporal, on a dit c'est vers la tempe, vers l'extérieur. Donc cette zone-là, IT, s'occupe du traitement avancé des formes, des objets, des visages et mémorisation. On s'occupe, là, ça ne cherche pas seulement à savoir si c'est un carré ou bien un cercle, mais est-ce que c'est un carré par rapport à un rectangle? Est-ce que c'est un carré par rapport à un losange? Est-ce que des histoires comme ça, cette distinction-là, cette précision dans l'information, c'est traité dans la zone inférieur-temporal cortex. Il y a aussi la zone FEF, frontal eye field. Les champs visuels, juste devant les yeux. Ça contrôle volontaire, c'est pour le contrôle volontaire des regards. L'autre là, j'ai dit que ce sont des saccades de mouvements, comment dirais-je, automatiques, pour éviter que l'œil ne se fixe trop longtemps un même objet, qui finalement, ça va épuiser les segments, les pigments visuels, et puis on ne verra plus, mais après, on reprend quand même la vision. Mais maintenant, il y a des mouvements aussi volontaires. Quand vous voulez déplacer votre vision, je regarde la caméra, je vois le ventilateur, ou bien je vois la ventilateur, je vais regarder le micro. Là, ce sont des mouvements volontaires qui sont contrôlés dans la zone F et F, frontal eye field. Bon, on passe à la planche 112, V6 aussi appelé PO, pariéto-occipital. La zone V6. On a vu la zone V5. Après, on a vu les autres régions associées, tout ça.
Et puis maintenant, nous passons à la zone V6. Aussi appelée PO, c'est-à-dire pariéto-occipital. Pariétal, occipital, entre les deux là. Donc ici, au milieu, entre le pariétal et l'occipital. Dans cette zone-là, elle est localisée à la jonction pariéto-occipital, comme je l'ai dit, dans le sillon pariéto-occipital, entre le cortex pariétal et le cortex occipital. La fonction principale de la zone V6 pariéto-occipital, c'est le traitement du champ visuel périphérique. On a parlé du champ visuel central, on a parlé du champ visuel périphérique. Donc, maintenant, la fonction principale de la zone V6, c'est le champ visuel périphérique. Parce que pour la vision centrale, c'est surtout le V1 qui s'occupe de la vision vraiment comme ça. Maintenant, le champ visuel qui s'occupe des visions floues, plus des déplacements, donc qui ne demande pas vraiment l'attention. C'est cette vision-là est prise en charge dans la zone V6, dont la fonction principale est le traitement du champ visuel périphérique, c'est-à-dire en dehors des visions centrales. La vision centrale s'occupe de la vision nette, la vision des couleurs, la vision diurne, et puis la vision constante. Maintenant, et la vision périphérique, c'est à partir de là, tout ça, qui s'occupe surtout du mouvement et de la vision nocturne. Donc, c'est ça les deux différentes visions. Pour la vision centrale, c'est surtout la vision V1, la zone V1. Pour la vision périphérique, c'est surtout la zone V6, qui s'occupe de la vision, comme on a dit, champ visuel périphérique. Il y a implication dans la perception, la zone V6 est impliquée dans la perception du mouvement en profondeur et la navigation visuelle. Là, c'est clair, on n'a pas besoin d'explication. Elle travaille avec le V5. Comme on a dit, les choses sont organisées dans le corps, surtout dans le cerveau, de façon optimale, à optimiser le gain de temps, pour que le déplacement des informations qui va d'une zone à l'autre prenne le moins de temps possible. C'est comme ça qu'est la zone V6 et travaille avec V5 dans le cadre de la voie dorsale. Bon, on passe à la planche 113. La zone visuelle 6, toujours la suite. La fonction est impliquée dans la coordination visio-motrice. Par exemple, si vous voulez, si je vais attraper ce micro pendant que je regarde la caméra, je sais que le micro, se trouve ici. Pendant que je ne regarde pas le micro, mais j'ai déjà vu ça, maintenant je regarde la caméra, je sais où se trouve le micro, je peux déplacer ma main sans voir encore le micro, mais comme je l'avais déjà vu, c'est tenté de la mémoire, cette information-là est restée. Maintenant, ce qui va coordonner la coordination visio-motrice, c'est-à-dire ce que j'avais vu avec le mouvement pour attraper le micro, ça c'était traité dans la zone, dans l'aire V6, notamment les mouvements de la main et des bras. Il y a des connexions fortes avec la région prémotrice. Ça, c'est un peu technique, on va en parler dans les prochaines histoires. La prémotrice, ce n'est pas tellement en rapport avec les yeux, donc on va en parler après. La planche 114, des aires V7, l'aire V7 ou IPS0, dans certaines nomenclatures. La localisation de la zone V7, c'est le cortex pariétal supérieur. Cortex pariétal supérieur. La fonction principale, perception visio-spatiale avancée. On a vu que dans chaque chose, il y a toujours le brut, le gros, comme on appelle en anglais, donc le grosso modo, et puis il y a les précisions, les détails. Donc la zone V7 s'occupe de la visio-spatiale avancée, c'est-à-dire perfectionnée. L'intégration des informations visuelles avec la tension et les mouvements. Donc, la vision, la perception, la mémoire, il faut retenir tout ça. Et puis maintenant, il faut que le mouvement arrive à exécuter. Par exemple, si vous voulez prendre quelque chose que vous avez vu, que vous avez mémorisé, il faut que la main arrive à prendre cette histoire. Toutes ces coordinations, c'est dans la zone V7. Elle est connectée à la voie dorsale. Ça, c'est l'anatomie, ce n'est pas vraiment l'ophtalmologie comme ça. Bon, on passe à la planche 115. L'aire V8. Sa localisation, c'est dans la partie inférieure du lobe temporal, près de la zone V4. Des fonctions proposées, parce qu'on ne connaît pas encore très bien sa fonction. On fait des suppositions, on essaie de faire des recherches pour connaître vraiment la zone précise, mais on propose que c'est un traitement avancé de la couleur, comme ou
en complément de V4. Parce que la zone qui cherche de la couleur, c'est le V4. Mais là, c'est une zone complémentaire. Hein, soit pour améliorer le travail que la zone V4 a fait, soit pour compléter. Hein. C'est-à-dire, la zone V4 donne quelques informations, la zone V8 ajoute des informations et ça donne l'information complète. Elle est moins bien définie que les autres R, parfois regroupées avec la VO, c'est-à-dire ventral occipital, occipital ventral. La planche suivante, toujours la zone visuelle VO centrale, toujours la zone VO centrale, il y a la zone V01 et la zone V02. Dans la voie ventrale, elle est impliquée dans la perception des objets, des formes et des couleurs. Comme on l'a dit, c'est toujours la spécialisation, la spécificité. Elle est connectée aux aires IT infério-temporales. La planche suivante, les LO latéral occipital complexe. Son rôle, c'est la reconnaissance des formes d'objets. Toujours les formes, parce que c'est plus important. Tout ce qu'on regardait pour les reconnaître, avant tout, c'est la forme. Même quand on regarde la tête de quelqu'un, on dit que sa forme est triangulaire, sa tête est ovale, sa tête est carrée. Donc, la forme, c'est quand même l'élément le plus important de la vision. C'est comme ça que beaucoup de gens essaient d'interpréter cet élément-là et on associe toutes les informations qui viennent de gauche à droite, on les associe pour faire une information complète pour la bonne compréhension. Elle est impliquée dans la perception visuelle indépendamment de la couleur ou de la texture. La zone 118, la planche 118, les deux voies visuelles. Il y a deux modèles classiques de deux voies visuelles. Pour une compréhension générale, le modèle classique ci-après suffit pour appréhender les grandes lignes du terrain visuel. Ce modèle, proposé initialement par Angerleider et Munchkin en 1982, distingue deux grandes voies de traitement de l'information visuelle. Là, je fais que lire. Donc, les deux voies visuelles principales, classiques, c'est la voie dorsale qui définit les où et les comment. Hein? Les comment, on avait dit que ce n'est pas le mécanisme de fonctionnement, mais les sens de déplacement, le vertical et tout ça. Mais si c'est un mouvement circulaire, c'est le comment. Donc, cette zone parcourt la zone V1, V2, V3, V5, MT et le LIP. Ces fonctions, c'est la perception du mouvement et la coordination spatiale et le guidage de l'action. Et la voie ventrale de ça, c'est la voie du quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est impliqué. C'est dans le parcours V1, V2, V4 et IT. Les fonctions, c'est la reconnaissance des objets, des visages et perception des couleurs. La planche suivante, 120, modèle détaillé intégrant les aires supplémentaires. Pour une étude approfondie, le modèle détaillé ci-après est préférable car il intègre des aires supplémentaires comme la V6, V7, V8, offrant une vision plus complète des processus impliqués. Donc, il y a des mécanismes grossiers, il y a des mécanismes plus complexes pour les détails, pour la compréhension beaucoup plus fine. Les recherches plus récentes ont permis d'identifier des aires visuelles supplémentaires offrant une compréhension plus fine des voies visuelles. La dernière planche, c'est la planche 121, les deux voies visuelles. On a vu les modèles détaillés, le modèle simple, maintenant le modèle détaillé intégrant des aires supplémentaires. On donne les détails de ça à la suite. La voie dorsale, la voie du comment et du où. On a dit où, c'est la localisation spatiale, et le comment, c'est comment ça se déplace. Son parcours, c'est le V1 à V2 dorsal, à V3 dorsal, à V3A, et à V5 MT, à V6, V7 LIP, région pariétale. Pour se rappeler ces histoires-là, il suffit de rebobiner le film et de revenir sur ces données-là, et puis faire défiler le film un peu lentement pour bien suivre les histoires. Après le V6, ça part au V7 et au LIP, et jusqu'aux régions pariétales. C'est ici, temporal, occipital, frontal, et puis préfrontal, et tout ça, il y a beaucoup de zones. Les fonctions de la zone, la voie dorsale des modèles détaillés. C'est analyse du mouvement, perception de la profondeur, coordination visio-motrice. Et la voie ventrale, c'est la voie de quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est impliqué? Son parcours, c'est le V1, V2 ventral, V4, V8, V8, IT, région temporale. Ses fonctions, c'est le traitement avancé de la couleur et la reconnaissance fine des formes et des objets. Comment les ministres restent là? Parce qu'on est sur les photos côté en dessous. Bon, on va parler grossièrement, on va donner seulement l'introduction de ce qu'on appelle phototransduction, c'est-à-dire comment, quand la lumière entre dans l'œil, c'est la planche 66. Planche 66. Quand la lumière entre dans l'œil, ça nous apporte des objets.
Maintenant, comment tout cela est traduit en un flux nerveux? Parce que de l'œil jusqu'au cerveau, les informations sont véhiculées par un flux nerveux, un potentiel d'action. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de câbles électriques, tout se passe par des voies. Alors maintenant, comment se transforme la lumière en un flux nerveux? C'est ça qu'on va voir en détail ici. On va voir sommairement ici pour que les gens sachent un peu comment les choses fonctionnent. Et pour le médecin, ça permet quand même, vous voyez, il y a parfois des maladies déclarées incurables. Mais quand on connaît bien les mécanismes de développement de cette maladie, on peut quand même essayer d'essayer quelques médicaments qui agissent à ce niveau-là, et on arrive quand même comme ça à obtenir parfois des résultats pas miraculeux, pas vraiment, mais quand même quelqu'un qui ne voyait pas, il peut commencer à avoir ne fût-ce qu'une ligne. Quelqu'un qui voyait une ligne peut quand même commencer à avoir 3 lignes, pourtant c'est une maladie déclarée incurable. Mais quand on connaît bien les mécanismes, alors on peut essayer d'imaginer certains traitements qu'on appelle extemporanéens, des traitements là qu'on peut administrer aux malades et qui parfois réagissent, qui répondent, qui donnent quand même un résultat. Alors, tout ça, ça dépend qu'il faut connaître bien les mécanismes des choses. C'est comme ça, on va parler un peu de la phototransduction, comment les images perçues par l'œil sous forme de lumière sont transformées en un flux électrique, électro-bioélectrique. Donc, là, on commence par la définition de transduire, parce que c'est la phototransduction. Le verbe transduire signifie en biologie et en physiologie convertir. C'est la planche 66. En biologie et en physiologie, c'est convertir ou transformer un signal d'une forme en une autre, souvent pour le rendre compréhensible ou exploitable par une cellule. C'est ça qu'on appelle transduction du signal ou transduction sensorielle dans la communication cellulaire et sensorielle. Bon, planche 27. La phototransduction suite. Transduction n'est pas transmission. La transduction, on a vu, c'est la conversion d'un signal à une autre forme de signal. Par exemple, un signal lumineux qui est converti en signal bioélectrique. Ou bien un signal électrique qui est converti en signal bioélectrique. C'est ça la transduction. Changement de forme du signal. Par exemple, lumière qui est transformée en signal bioélectrique. Mais la transmission, c'est la propagation du signal. Par exemple, quand la lumière a touché la rétine, maintenant, cette lumière est transformée en un flux électrique, en un flux nerveux, en potentiel d'action. Maintenant, ce potentiel d'action doit quitter la rétine pour aller jusqu'au cerveau. C'est ça qu'on appelle transmission. Donc, transduction, c'est la conversion de la forme d'énergie, la forme du signal en une autre, qui est différente. Et la transmission, c'est le déplacement de l'information. Planche numéro 68, la phototransduction suite. Contrairement à l'idée reçue, les photorécepteurs bâtonnets et cônes répondent à la lumière, plutôt en diminuant leur activité électrique, hyperpolarisation, ce qui est contre-intuitif. Ensuite, cette information sur l'absence de lumière est transmise aux cellules bipolaires qui sont divisées en 2 types. Qu'est-ce que ça veut dire par là? La rétine est tout le temps, quand la rétine est dans l'obscurité, c'est l'inverse de ce qu'on pense régulièrement. Les gens pensent que la rétine travaille quand il y a la lumière. C'est le contraire. La rétine travaille à l'absence de lumière, quand elle est dans l'obscurité. C'est dans ce moment-là qu'elle produit le médiateur chimique qu'on appelle, qui est au niveau de la rétine, le glutamate. Pendant l'obscurité, donc, la rétine produit le glutamate, il produit des potentiels d'action qui sont envoyés dans les cellules intermédiaires qui sont entre la rétine et les autres segments qui envoient les signaux jusque dans le cerveau. Donc, maintenant, c'est ça. Donc, les bâtonnets et les cônes travaillent dans l'obscurité pour produire le potentiel d'action. Quand il y a la lumière, maintenant, à ce moment-là, ce phénomène est inhibé. Il y a moins de glutamate qui va dans les fentes synaptiques, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire l'espace entre 2 cellules, entre la première cellule nerveuse qui envoie le signal. Ce signal doit être récupéré par un deuxième nerf qui envoie le signal plus loin. Maintenant, entre les 2 nerfs-là, il y a la fente synaptique où les médiateurs chimiques, par exemple, les photorécepteurs, déversent dans la fente synaptique. Maintenant, c'est ça qui va activer l'autre nerf là pour que lui, à son tour, il se charge de propager le signal plus loin.
Donc les photorécepteurs cônes et bâtonnets produisent leur potentiel d'action et libèrent leur médiateur chimique qui est le glutamate pour le cas de la rétine durant l'obscurité plutôt que durant l'éclairement. Donc en absence de lumière, l'obscurité, les photorécepteurs libèrent du glutamate en continu. Ce glutamate a des effets opposés sur les deux types de cellules bipolaires. Il y a des cellules bipolaires on qui sont stimulées par la lumière et les cellules bipolaires off qui sont stimulées par l'absence de lumière. On a dit que la rétine travaille en permanence dans l'obscurité. Quand il y a l'obscurité, la rétine produit continuellement du glutamate. Maintenant, ce glutamate-là, quand il va dans les cellules bipolaires on, il les active. Mais maintenant, quand la lumière arrive, ça inhibe maintenant la rétine. La rétine cesse de travailler. Parce que c'est un phénomène un peu contradictoire. La rétine cesse de travailler, il ne produit plus le glutamate. Mais maintenant, il y a des cellules qui sont activées par l'absence de glutamate. Ce sont des cellules off. C'est comme ça, quand il y a la lumière, les cellules on indiquent au cerveau qu'il y a la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, quand il y a la lumière, les cellules on indiquent au cerveau qu'il y a de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, les cellules off indiquent au cerveau qu'il n'y a pas de lumière. Maintenant, quand le cerveau mélange de tout ça, il y a des cellules qui ont reçu de la lumière, d'autres cellules qui n'ont pas reçu la lumière. Par exemple, quand vous avez une grille noire et blanc, il y a des grilles noires qui n'envoient pas la lumière. Ces zones-là, qui sont concernées au niveau de la grille noire, envoient au cerveau le signal qu'il n'y a pas de lumière. Vous voyez du noir. Mais il y a des zones qui sont activées par la lumière, qui voient maintenant, qui sont sensibilisées par la lumière qui vient des zones blanches de la grille. Maintenant, ces cellules-là qui sont concernées par la perception de ces carrés blancs-là, ces cellules-là envoient les signaux dans le cerveau pour indiquer que dans telle zone, il y a c'est ça qu'on appelle le contraste. Le contraste peut être élevé, c'est-à-dire vous voyez du noir sur blanc, comme le contraste peut être léger, doux, vous voyez du gris sur du gris, ou du noir sur du gris, ou du blanc sur du gris. On nous fait signe qu'il est presque temps. Nous remercions nos téléspectateurs et nous leur invitons à la suite de la prochaine émission parce qu'on n'a presque pas encore fini. Et nous invitons aussi les autres téléspectateurs qui veulent participer avec nous, qui veulent présenter leur sujet, de nous faire signe. Le numéro de téléphone est là. Ils nous fassent signe, comme ça on peut les enregistrer et les programmer. Comme ça ils peuvent venir présenter leur sujet, toute innovation, toute technique qu'ils ont pour améliorer le travail, faciliter le travail, rendre la vie facile aux gens. Tout ça, si quelqu'un a décidé comme ça, il peut venir, on peut les programmer pour qu'ils se présentent. Alors maintenant, nous avons fini le sujet d'aujourd'hui. Nous vous remercions et nous vous disons au revoir. Ciao, à la prochaine.